De la mêlée, l'émission débat et débrief de Sud Radio pour parler de rugby, de la 19e journée du top 14. Bien sûr, on va vous rappeler les résultats dans un instant. On parlera également du 15 de France aux alentours de 19h30 avec Émile Ntamak qui sera avec nous. Voilà, et puis bien sûr nos consultants. Il y aura Yohan Huget, bien évidemment, et Philippe Spanghero. Et bien sûr, ils sont là. Ce sont on est là, messieurs. Ouais, mais on oublie vos prénoms, les gars. Ouais, mais c'est bien Yohan, c'est ça. Mais comme il a essayé de m'empoisonner lundi pendant l'émission, forcément c'était violent. Son prénom. Ouais, ça a été assez violent. J'ai d'ailleurs porté plainte. Attention. Voilà. Le gel hydroalcoolique dans la tasse. L'avantage d'en porter une plainte contre Yohan Huget, c'est qu'il y a des sous à faire, quoi. Ben, c'est récupéré. En tout cas, bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir Philippe et bonsoir Yohan. Salut François, bonsoir à tous. Bonsoir messieurs. Bon, attaquer d'entrée comme ça. Oui, c'est pas très gentil, François. Ça part très fort. Alexandre Priam est là, bien sûr. Quentin Cabanis aussi. Alexandre, on rappelle les résultats quand même pour ceux qui nous rejoignent sur l'antenne de Sud Radio. On est au cœur de la mêlée, mais voilà, on est au cœur des résultats aussi. Et bien évidemment, avec le succès de Pau à Montpellier, 40 face à Montpellier, 40 à 38, incroyable match. Il y a eu le succès à l'extérieur du Racing à Clermont, 23-21, la victoire de Lyon face à Vannes, 36-21. Le score était un peu plus large que la réalité du match. On aura le temps d'en discuter. Puis le Stade Français de Paris s'est imposé face à Bayonne, 31-27. Plus tôt dans la journée, un match nul dans tous les sens du terme entre La Rochelle et Castres, 12-12. 12-12. On va en reparler avec Xavier Sadourny, ça du côté de, vers 18h15 environ, ça sera notre premier invité. 19h15. Ouais, 19h15. Ah oui, pardon. Mais après, c'est pas, c'est le décalage horaire entre toi et moi. On est à 7 mètres. Le temps passe vite quand on est entre nous. Oui, et puis c'est bientôt le changement d'horaire, donc c'est pour ça je me réjouis. En tout cas, Yohan, on va commencer avec toi quand même. Qu'est-ce que tu retiens de ces 4 résultats? On parlera de La Rochelle plus tard, mais des 4 résultats de ce multi. Voilà, la victoire du Racing. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Forcément, parce qu'on les attendait au tournant. On avait vu que Christophe Furios avait demandé au peuple Auvergnat leur soutien et ils voulaient avoir un stade en fusion. Et bon, malheureusement, ça a été compliqué avec des conditions climatiques difficiles. Mais force de croire que le Racing est bel et bien de retour. Ouais, tu l'as noté comment? D'abord, on va dire sur la stratégie quand même de Patrice Collazo qui a laissé un gros banc pour tenir un résultat qui était de 15-13 à la mi-temps et ça a plutôt fonctionné. Hein. Non, ça a très bien fonctionné. Hein. La stratégie était bonne. De toute façon, quand ça gagne, forcément, la stratégie est bonne. Elle est là et c'est cohérent avec Gaël Ficou remplaçant. Voilà, on sait très bien que quand on voit ces noms-là sur le banc des remplaçants, on s'attend à ce que la 60e ils rentrent pour apporter leur expérience d'une part et leur fraîcheur et ça a fonctionné aujourd'hui avec. Mais voilà, cette dernière mêlée qui est importante, ils ont fait preuve de solidarité et en défense ce contre eux qui était incroyable aussi. Ouais, Philippe, c'est ce que tu retiens, toi, en premier, ce succès du Racing à Clermont? Oui, forcément, parce que dans la course au maintien, il est très important. Et puis, ils avaient pris un coup derrière la tête avant cette mini-trêve à domicile contre Pau. Après une première entame réussie avec Patrice Collazo et puis un succès à La Rochelle. Donc là, on se posait quand même pas mal de questions sur le caractère collectif. Ils l'ont montré aujourd'hui, notamment cette fin de match. Il y a, je crois, presque 6 minutes d'arrêt de jeu où les Clermontois ont réussi à tenir le ballon. On a vu des Franciliennes très solidaires en défense, très disciplinés aussi. C'est un des points forts qui a construit leur succès aujourd'hui, c'est la discipline et l'organisation défensive. Et donc on a senti surtout à ce moment-là ce caractère collectif. Donc ça fait partie quand même des succès importants pour construire et retrouver de la confiance dans la course au maintien. Donc forcément c'est le résultat, mais aussi moi je retiens quand même le caractère palois pour aller arracher ce match dans les arrêts de jeu contre Montpellier qui avait fait le plus dur, on pensait. Ouais, on va revenir à la perf des Palois, juste quand même sur peut-être les dernières mêlées là que les Clermontois, on sentait quand même que les Clermontois réclamaient une pénalité. Vous pensez qu'il a bien fait, Monsieur Rismendi, de rester inflexible, Yohan? C'est difficile de se prononcer sur les mêlées, en tant qu'ailier, ancien ailier. Non, mais de ce que tu vois sur le rapport de force que tu percevais toi en tant que spectateur.
Sincèrement, c'est compliqué. Je pensais que la pénalité elle allait tomber pour Clermont parce qu'on voit le 17 un peu en travers, mais je veux pas m'aventurer dans un débat et dans un discours que je maîtrise pas assez. Mais sincèrement, sur la dernière mêlée, j'ai l'impression que le 17 du Racing est un peu en travers. Donc, il faudrait demander à Alex, qui lui est un expert sur ces mêlées-là, ce qu'il en pense. Mais moi, pour moi, j'ai l'impression que la pénalité elle serait plus en faveur de l'ASM. Alex, t'as un avis sur ça? Bah écoute, moi j'étais quand même sur un autre match à ce moment-là. J'étais sur Pau Montpellier, mais après Monsieur Rouzmendi, c'est un jeune arbitre. Il a fait deux ans de Pro D2. Il a rapidement. Alors on peut pas parler de promotion parce que c'est plus trop sur un système de promotion Pro D2 Top 14. Il y a beaucoup plus de passerelles entre les deux championnats, mais tout de même, il monte en côte. Il fait partie des espoirs de l'arbitrage français, Monsieur Rouzmendi, mais il est aussi jeune, donc forcément le poids d'un tel match sur les épaules avec deux coachs. Qui aime exercer un peu de pression aussi sur l'arbitrage, Christophe Furios et Patrice Colazo. C'était pas franchement un match facile à arbitrer pour lui, faut le dire. Ouais, bon, en tout cas, c'est la. Non, mais il a plutôt bien tenu sa fin de match quand même. Hein. Il a bien tenu sa fin de match. Honnêtement, il y a beaucoup de pression. Les conditions climatiques étaient là aussi. Hein. Conditions climatiques compliquées. Et puis après, il y a cette fin de match, ces arrêts de jeu où les Clermontois tiennent beaucoup le ballon. Donc forcément, il faut être hyper attentif à ce qui se passe sur les zones de règle parce que les Clermontois cherchaient une pénalité. La mêlée, c'est toujours très délicat et sensible comme sujet, assez subjectif. Il y a pas de domination outrancière de Clermont. Peut-être la pénalité, ils auraient pu aller la chercher sur cette dernière mêlée au début qui est stable et où après finalement ils prennent le dessus. Mais le ballon est déjà dans les pieds du 8. L'arbitre a déjà dit de jouer au moment où la mêlée francilienne se relève. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc c'est pas flagrant non plus. Hein. D'accord, pas d'injustice notoire, même si bon oui, forcément quand on est Clermontois, on doit se dire il y avait faute sur la dernière mêlée, mais ok, mais c'était un éclairage important à avoir et je vous remercie messieurs. Pau, justement, qui l'emporte sur ce drop à la 85e minute. Philippe, tu voulais en parler, voilà, c'est. Allez Philippe, lance-toi. Bah oui, en parler parce que d'abord il y a ce scénario du match et puis il y a la remontée quand même éclair de Pau au classement puisque avant ce match au Racing c'était un peu le match entre les mal classés où Pau commençait à regarder vers le bas, était sous la pression avec la bonne dynamique de Vannes notamment et là finalement avec ce succès il se retrouve à la 7e place à 2 points seulement de rentrer dans les 6. Donc en fait on a l'impression que c'est quasiment une nouvelle saison qui démarre pour eux, hein, même si Sébastien Piccheroni qu'on a eu il y a quelques semaines nous disait que il avait quand même une certaine ambition. Ben là, il la montre au classement et puis avec ce caractère parce que il était mal embarqué ce match pour les Palois. Alors c'est peut-être encore ce qui manque à cette équipe de Montpellier, cette incapacité à tuer les matchs parce qu'on a senti quand même Montpellier maîtriser plutôt son sujet, qu'être devant au score une grande partie du match. Ils ont dès qu'ils étaient dépassés, ils reprenaient le score et puis il y a ce drop dans les arrêts de jeu de Pau. Donc voilà, là comme pour le Racing, ça fait partie des matchs quand même importants pour la confiance et la capacité à se dire que collectivement l'équipe a su aller chercher un match compliqué. Ouais, c'est peut-être le match de la bascule, Johan, quand même pour les Palois, parce que même si le scénario est assez dingue dans ce match, 40-38, ben les voilà effectivement en passe peut-être d'intégrer leur objectif, c'est-à-dire le top 6 sont à 2 points de Castres là seulement. Ouais, mais que ce fut dur, mon cher François, que ce fut dur de pouvoir aller chercher cette victoire à domicile. Alors on sait que sortir d'une trêve, recevoir ce premier match de retour de vacances, c'est jamais évident, mais sincèrement, je pensais qu'ils allaient perdre ce match à domicile avec une équipe montpelliéraine qui était venue pour faire le coup. On les a sentis dès le départ. Mais voilà, il va falloir que s'ils veulent s'installer vraiment dans le top 6, qu'ils se fassent plus présents d'entrée de match et voilà, pour pas prendre des essais facilement parce que pour eux, ça risque d'être dommageable. Ils ont une très belle équipe, ils peuvent viser un peu plus haut comme disait Piccheroni la dernière fois à la radio. Mais on peut pas gagner des matchs comme ça à la dernière minute. On savait qu'ils étaient très forts à domicile. Maintenant, s'ils commencent à devenir fragiles à domicile, là, parce que sincèrement, t'es inquiet pour la section après ce match aujourd'hui ? Bah, je suis inquiet, oui et non, parce que ils étaient sincèrement à domicile, ils imposaient leur jeu, ils arrivaient à imposer leur jeu, leur stratégie et à gagner surtout.
Et c'était un peu plus difficile en déplacement. Là, aujourd'hui, j'ai senti plus les Montpelliérains plus dans le match que les Palois. Alors, je sais pas, mon point de vue extérieur, c'est un retour de vacances et les retours de vacances sont vraiment difficiles à gérer quand on reçoit une équipe de l'extérieur qui n'a rien à perdre comme Montpellier. Ah, et seulement 3 réceptions pour Pau dans les 7 derniers matchs. Attention quand même au classement britannique, ils sont pas super bien les Palois évidemment, puisque ils sont par exemple derrière Montpellier, ils sont 9e au classement britannique avec 2 petits points, mais c'est vrai qu'il y aura 3 réceptions, 4 déplacements, pas évident pour la section paloise, mais mentalement, ça a dû faire du bien aujourd'hui. Dont l'UBB, notamment, et l'UBB, Toulon et La Rochelle sont les 3 réceptions de Toulon après de Pau, pardon, après la victoire aujourd'hui contre Montpellier. Voilà sur les 7 dernières journées qui vont rester. On va vous remercier, bien sûr, pour ce petit point, ce premier débrief post-multi, bien sûr, au cœur de la mêlée. Dans un instant, on va reparler de la belle perf du jour après celle du Racing, celle de Castres, voilà, qui est allé décrocher un nul très très méritant et très mérité à La Rochelle, 12-12. C'est Xavier Sadourny qui sera avec nous en direct sur Sud Radio. Restez bien avec nous sur la radio du rugby. Avec Yoann Huget, avec Philippe Spanghero bien sûr, toute l'équipe Sud Radio très heureuse d'accueillir dans le bus. Oui, il est dans le bus, c'est Xavier Sadourny, le bus des 2 points du match nul pour le Castres Olympique, donc qui a fait la bonne opération de cette 19e journée déjà en ouverture. Donc 12-12 à La Rochelle. Bonsoir Xavier, merci d'être avec nous en direct. Bonsoir, avec plaisir. Ouais, Yoann Huget, Philippe Spanghero qui sont là, bien sûr, toute l'équipe également. On t'a vu, Xavier, parler à tes hommes à la fin du match. Là, voilà, il y avait de la satisfaction, j'imagine, ou alors est-ce qu'on en est à regretter quand même de ne pas avoir fait le gros coup à La Rochelle? Non, forcément de la satisfaction parce que de ramener 2 points à La Rochelle, c'est jamais évident et voilà. Et avant le match, on aurait signé dès demain. Après la première mi-temps, on aurait pu espérer mieux, mais voilà, on sait que la difficulté de jouer à La Rochelle dans ce stade avec tous ces joueurs, les internationaux qui revenaient, on savait la complexité que ça pouvait représenter. Voilà, aujourd'hui on est quand même content de ramener 2 points. Est-ce que Xavier Sadourny, vous avez été surpris de dominer La Rochelle en conquête à la mi-temps, d'être meilleur en fait sur les points de contact et sur la conquête sur la première période? Alors surpris non, parce que je connais mes joueurs, je sais qu'on a quand même un certain potentiel. Après, c'est ce qui rajoute à notre frustration, c'est que c'est rare de dominer autant à La Rochelle, notamment sur ces phases-là. Et donc voilà, notre frustration elle vient surtout de ça, c'est qu'on n'a pas su scorer avec notre domination en première mi-temps. Yoann Huget pour Xavier Sadourny avec nous en direct sur Sud Radio. Ouais, salut Xavier, je sais que c'est pas évident de faire un coup à La Rochelle et félicitations déjà. Mais c'est vrai que sur la première mi-temps, on vous a senti dans le match, mais difficile à concrétiser. Je pense à cette action avec un Bagnan qui voit pas, ou je sais pas, je faudrait revoir l'action, mais ne sert pas à l'intérieur alors que c'était quand même un essai tout fait. Et sur les essais que vous prenez, je trouve qu'il y avait pas du relâchement, mais c'est des essais facilement trop facilement encaissés, quoi. Non, je sais pas ce que tu en penses de ton côté. Mais voilà, c'était mon ressenti sur la première mi-temps. Ouais, exactement. T'as résumé la première mi-temps. On prend 2 essais. Voilà, tout à leur honneur. Ouais, je pense à ce renvoi, tu vois. Je pense à ce renvoi et tout ça. Je me dis que c'est 2 essais qu'on peut éviter. Après, bon, ils ont été en capacité de bien jouer. Félicitations à eux. Mais c'est vrai que nous, on est frustrés parce que c'est rare d'être autant dominant en conquête comme ça. En conquête directe à La Rochelle, et puis après on a 2-3 opportunités en première mi-temps où il faut qu'on score, et on sait que, et d'autant plus à l'extérieur, que toutes les opportunités, il faut être hyper opportuniste, hyper réaliste, et voilà, notre frustration elle vient de là. Après, encore une fois, on sait la complexité que c'est de jouer à La Rochelle, de revenir avec un match nul, même s'ils sont dans une phase, on va dire, un peu plus difficile
les autres années. Ça reste quand même une performance et voilà. Aujourd'hui, on se satisfait de ça, mais on a une petite pointe de frustration. Philippe Fanguero avec Xavier Sadourny, entraîneur de Castres, donc qui rapporte ses 2 points du match nul de La Rochelle. Ouais, Xavier, bravo pour ce résultat, parce qu'en effet, c'est jamais facile à La Rochelle, et puis particulièrement dans ce contexte, ils étaient sur 6 défaites d'affilée, donc avec ce match nul aujourd'hui, ça fait 7 matchs sans victoire. C'est compliqué du côté de La Rochelle, mais en tous les cas, ces 2 points vous permettent de rester installé dans le top 6. On sent quand même du côté de Castres, alors ces scénarios aussi où vous courez un peu derrière le score, vous les avez régulièrement à domicile. On a l'impression que Castres, peut-être plus que les autres équipes, a la maîtrise de cette situation et s'affole pas trop quand elle est dominée au score. Et donc en deuxième mi-temps, vous avez senti quand même assez serein. Johan parlait un peu de la fébrilité sur des essais faciles en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on a vu un autre visage. Qu'est-ce qui s'est dit d'abord, première question, qu'est-ce qui s'est dit dans le vestiaire? Et puis surtout, est-ce que tu es d'accord avec cette idée de dire que vous avez quand même l'habitude de ces scénarios? Alors oui, on a l'habitude de ces scénarios parce que le premier match officiel du CO, c'était contre le Racing et on est revenu je ne sais où à la fin de match. Donc oui, le CO, on s'est... sur cette année, on n'a jamais lâché, on est toujours revenu au score, même quand c'était mal embarqué. Donc ça, c'est la réponse à la première question. Après, à la mi-temps, qu'est-ce qui s'est dit? On savait que à la mi-temps, quand on rentre au vestiaire, on sent qu'on est dominant en conquête, on sent que voilà, il marque 2 essais, mais on s'affole pas parce qu'encore une fois, on maîtrise notre sujet, on n'est pas forcément inquiété. Et on sait que plus longtemps on va rester collé au score contre eux, plus longtemps ils vont prendre la pression, de par le contexte qu'ils vivent actuellement, l'environnement qu'ils vivent actuellement, l'enchaînement des défaites pour eux, le public qui commence à être un peu agacé de par leurs résultats. Donc on savait que plus longtemps on resterait collé au score, plus la pression serait sur eux. Et voilà, donc on était dans la bonne direction. Après, il suffisait de concrétiser. Ça c'est facile à dire, c'est facile à faire, mais voilà, on n'était pas serein à la mi-temps, mais on savait qu'on était en train de les marquer au fer rouge, notamment encore une fois sur la conquête, qui est très rare, encore une fois, à La Rochelle. Xavier Sadourny. Pardon François, juste une dernière question. Vous avez déjà fait une mi-temps depuis le début de la saison à 0 points encaissés? Bonne question. Très sincèrement, je ne saurais pas te répondre. Je ne sais pas. Ok. Désolé, je ne sais pas. Je vais regarder. Oui, non, il y a eu un 0-0 contre Castres, contre Bordeaux-Bègles le 21 décembre. Ah oui. Voilà, c'était. Oui, voilà. C'était un match particulier. Ouais. Après, les conditions étaient très difficiles. Je sais pas, ouais, c'est possible. Oui, après je te fais confiance. Xavier, est-ce que, on sent quand même que depuis début janvier et l'éclaircissement du staff avec notamment ta montée en numéro 1 et on va dire la mise à l'écart entre guillemets de Jérémy Davidson, c'était la bonne décision. Quand on voit les résultats, il y a 5 victoires, une seule défaite et 2 matchs nuls dans celui d'aujourd'hui. Tu partages, c'est devenu plus clair pour les joueurs? Je sais pas si c'est devenu plus clair pour les joueurs. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des matchs, très sincèrement, on a été un bon début de saison. On n'avait pas tout le temps été récompensé. On aurait pu gagner à Toulon, on aurait pu gagner dans d'autres... Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des matchs qui ont compté. Notre victoire au Saracens, ça a déclenché les choses pour le groupe positives. Derrière, on a réussi à enclencher une victoire au Racing. Donc tout ça, on sait qu'en top 14, ce qui est important, c'est de déclencher des séries positives. Et on a su le faire. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que c'est plus clair avec Jérémy ou sans Jérémy? C'est pas, très sincèrement, c'est pas le sujet. On aurait pu très très bien gagner après notre deuxième match de championnat à Toulon et la dynamique qui aurait été enclenchée et donc voilà. Donc en tout cas pour moi c'est difficile de répondre à cette question.
Xavier Stadorny, vous parliez justement de série. Il y a 3 réceptions là qui arrivent avec notamment le match de Champions Cup entre tout ça. Donc il y a la réception de Toulon, celle de Trévise et puis celle de Vannes. Quand on voit la difficulté que c'est d'être dans le top 6 en top 14 et d'avoir cette place en fin de saison, est-ce que ça vous laisse penser que il faudrait peut-être garder ses forces pour le top 14 et ne pas tout mettre sur la Champions Cup et ce match face à Trévise, ou vous voulez tout jouer à fond? J'ai une chance incroyable, c'est que j'ai 0 blessé dans l'effectif. J'ai 40 à 45 joueurs en capacité de jouer tout le week-end. L'équipe, très sincèrement, qui a joué ce week-end sera très différente au week-end prochain. Si l'équipe qui va jouer contre Toulon sera pas forcément celle qui va jouer contre Trévise en 8e de finale à la maison. Et si on a la chance de se qualifier, il est possible qu'on tourne énormément en quart finale, parce que derrière on a Vannes en réception. Voilà, moi j'ai la chance d'avoir un effectif avec encore une fois très peu de blessés, des joueurs motivés. L'équipe qui a gagné au Saracens il y a 2 mois, c'était fort. Je pense qu'on aurait dit aujourd'hui à ce moment-là, on va faire jouer cette équipe-là, ça aurait été personne n'y aurait cru. À la sortie, on a gagné. Ça a déclenché une émulation, une compétition entre joueurs qui est saine et qui est positive pour notre groupe. Donc voilà, moi voilà. Aujourd'hui, je sais la complexité de beaucoup de clubs. Moi aujourd'hui, j'ai quasiment pas de blessés, 40 joueurs sur le prêt. Ma question, c'est tout le week-end, je me gratte la tête. Voilà, c'est qui je fais jouer le week-end prochain, parce qu'il y a tellement de concurrence, tellement d'émulation, tellement de performance à l'instant T que c'est compliqué pour faire la compo, et tant mieux pour le club. Quentin, pour Xavier Stadorny. Ouais, vous parliez justement du fait de ne pas avoir de blessés. On a vu Julien Dumora, votre futur collègue de staff, sortir sur blessure. Est-ce que vous avez des nouvelles? Oui, il a fait une belle entorse de la cheville. Après, l'indisponibilité exacte, je ne la connais pas. Mais il s'est fait une belle entorse de la cheville. Bon, on va vous laisser, Xavier, bien sûr, sur la route. Voilà, ça chante pas beaucoup quand même dans ce bus là. Mais en fait, on a un joli bus au CO. On a le staff qui est en bas, qui regarde les matchs et qui bosse, et les joueurs qui sont en haut. Donc, on n'a pas l'occasion d'entendre les joueurs qui chantent en haut. Voilà. Ah, mais donc en haut c'est la discothèque, et en bas c'est un peu les salons feutrés, quoi. Non, c'est beau. Mais et au menu, qu'est-ce qu'on vous sert en menu entre La Rochelle et Castres? On ne sert rien. On part pour un long voyage de bus. On va s'arrêter dans 1 heure ou 2. Et puis voilà, Mathias Roland. Faut pas louper tout le Perpignan quand même. On va pas louper. Donc là, on a regardé tous les matchs à 16h. On va regarder le prochain match à 21h. Les conditions sont cataclysmiques dans le Var. Je vous préviens. On savoure. Voilà. Bon, ben savourez bien en tout cas, et bon retour, amitié à Mathias Roland bien sûr, et à tout le staff et les dirigeants. Il y en a qui parlent de clubs de sous-préfecture, tu vois les moyens. Merci beaucoup. À bientôt Xavier. Au revoir. Allez, on se retrouve dans un instant avec bien sûr, c'est sympa d'avoir. Moi j'aime beaucoup les interviews de bus, ça rappelle des souvenirs, et puis en plus voilà, c'est la vérité, c'est du tout frais. On se retrouve dans un instant bien sûr pour retrouver notre grand témoin. On ira à Toulon. Je vous dis, c'est cataclysmique à Toulon. Les portiques de sécurité ont été soufflés par le vent. Voilà, c'est très compliqué pour l'instant du côté de Mayol. Ouais, effectivement. Toulon-Perpignan, ce sera le match de la soirée sur Sud Radio, donc avec des conditions difficiles. On y reviendra dans un instant. Emile Ntamak sera avec nous en direct sur Sud Radio, bien sûr, avec Yoann Huget, avec Philippe Smanguero, et vous, bien sûr, au 0826 300 300. Au cœur de la mêlée avec vous, les auditeurs Sud Radio, les amateurs de rugby, bien sûr, pour continuer à parler de cette 19e journée de Top 14. On ira à Toulon dans quelques minutes, bien sûr, pour Toulon-Perpignan. Mais aussi, on revient avec notre grand invité sur le bilan du 15 de France. Et ce grand invité ce soir, en plus de Yoann Huget et Philippe Smanguero, c'est Emile Ntamak. Bonsoir Emile.
Bonjour à tous. Merci d'être avec nous en direct, bien sûr, ancien joueur de l'équipe de France, du Stade Toulousain. On ne pourrait pas dire tout le palmarès parce que sinon ça va nous prendre 5 minutes, Émile. Mais enfin voilà, et en plus... On a commencé hors antenne pour tout vous dire. Ouais. Papa de Romain et Théo. Voilà, il va jouer Théo demain, je crois, hein, avec Toulouse sur la pelouse de l'UBB. Voilà. Ouais, tout à fait. Il sera titulaire. Il a re-signé également Théo avec le Stade Toulousain. Il s'est engagé, au Stade Toulousain, bien sûr, son club de cœur. Voilà. Et donc forcément, ça fait plaisir au papa, plus toulousain que tous. Eh bien, ça fait plaisir au papa, ça fait surtout plaisir à Théo, ça fait plaisir aussi au club. Et je pense qu'on est tous ravis, bien sûr, que les frangins puissent œuvrer ensemble, défendre les couleurs rouge et noir. Ouais. Émile Ntamak qui est là, forcément, Yoann Huget, ça te laisse pas insensible parce qu'Émile, il a beaucoup compté dans ton parcours. Hein. Oui, effectivement, salut Émile. Mais c'est vrai qu'Émile a été une sorte de mentor, d'idole, et voilà. Et c'était un référent pour moi. Avant chaque club, je l'appelais avant de prendre une décision, et il a été important dans ma carrière. Et voilà. Je vois ce qu'il fait aussi avec Théo et Romain. Voilà, on était un peu dans la lignée aussi. Voilà, t'as beaucoup comme ça, t'as mentoré beaucoup de joueurs. J'ai beaucoup d'enfants. Ouais, j'ai beaucoup d'enfants. C'était le plus perturbé. Mais j'ai eu Max Médard, Max Mermoz, j'ai quelques-uns. Mais des bons enfants. Ouais. Voilà, c'est sûr. Et bien sûr, avant de parler de l'équipe de France, mais ce qui est important aussi, c'est ton action toujours avec le Stade Toulousain autour de la formation et de la détection, avec notamment beaucoup de stages et de stages, de formation d'entraîneurs, de stages aussi de jeunes. Hein. Tu continues toujours, Émile, à développer ça. Hein. Oui, je suis passionné par le rugby, comme beaucoup. Mais j'ai voulu travailler un peu plus différemment, c'est-à-dire qu'on a créé des stages Stade Toulousain Academy un peu partout en France et même dans le monde aujourd'hui, avec pratiquement une cinquantaine de stages, dans des contrées lointaines comme la Côte d'Ivoire, le Mozambique très prochainement, les Émirats arabes, puis l'Europe, toute l'Europe aussi. Et on se régale parce que souvent ça permet à des enfants de côtoyer pendant quelques jours le rugby toulousain et de se rendre compte que finalement c'est la méthodologie, c'est des ateliers, c'est une façon de procéder, une philosophie de jeu aussi, mais que c'est abordable, que aussi ils peuvent rêver de pourquoi pas faire une carrière dans le rugby à haut niveau, s'ils le souhaitent, s'ils le désirent et s'ils travaillent bien sûr. Ouais, c'est aussi cette entre guillemets marque du Stade Toulousain qui donne un peu des petites étoiles dans les yeux à tous ces jeunes que tu rencontres aux quatre coins de la planète. Venons-en quand même à notre 15 de France, voilà, parce que c'était qu'il y a une semaine seulement cette victoire dans le tournoi face à l'Écosse après un beau tournoi. Toi, tu le qualifies comment, toi, Émile, ce tournoi du 15 de France? C'était pour moi ce tournoi, il est important. C'est une autre épreuve, une autre étape, pardon, de la prochaine Coupe du Monde. Même si le tournoi Destination il n'est pas galvaudé et qu'il est important de bien figurer, mais je pense que c'est un signal fort envoyé au reste des équipes mondiales en disant que l'équipe de France est en route depuis la fin de la Coupe du Monde 2023. On attendait un signe, un renouveau pour montrer que finalement, même cette erreur de parcours, ça peut arriver, mais qu'on allait apprendre et que cet apprentissage allait nous servir. Et là, sincèrement, je pense que l'équipe de France s'est élevée. Ouais, elle s'est mise à un niveau très haut. Et elle se sent responsable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je ne sens pas pouvoir descendre plus bas. Elle va rester sur un niveau de performance haute. Et je crois un bon entendeur salut comme on dit, mais les autres équipes vont se préparer aussi en sachant que l'équipe de France est prête. Et justement, loin de moi l'idée de minimiser le travail d'Antoine Dupont, vraiment loin de moi cette idée-là, mais aller chercher cette victoire en Irlande avec 50 minutes sans Antoine, et puis enfin le succès face à l'Écosse sans Antoine à nouveau, est-ce que ça envoie un signal aussi en termes de dépendance aux meilleurs joueurs du monde ? Oui, bien sûr, ça montre que l'équipe est, on le sait, même si les individus sont exceptionnels, et c'est le cas d'Antoine, l'équipe de France continuera à œuvrer et il faudra qu'elle trouve des solutions, avec ou sans, et c'est ce qu'elle a su faire. Donc je pense que même pour les joueurs, c'est dans leur tête, c'est-à-dire que c'est le collectif qui les porte, le collectif qui leur permet d'avancer, d'être performants, et que
on fera différemment, forcément. Antoine, on peut pas le remplacer, je dirais, comptablement, mais par contre, on va s'adapter, on va trouver des solutions un peu différentes et qui continueront à mener l'équipe de France sur de la haute performance. Philippe Spanghero avec Émile Ntamak au cœur de la mêlée sur Sud Radio. Ouais, Émile, salut d'abord. Écoute, ça me fait plaisir de t'entendre parce qu'avec Johan, avec toi, on a quand même de bons souvenirs en commun. Par rapport à ce qu'on disait, à cette montée en compétences, alors on l'a dit souvent, mais à l'approche de la Coupe du Monde 2023 notamment, même si on avait beaucoup d'ambition, il y avait un manque d'expérience collective quand même. On avait une équipe globalement jeune avec peu de sélection. Et là, finalement, on voit que l'ossature, le noyau dur de cette équipe de France, il reste le même. Il y a de l'émulation, mais malgré tout, les joueurs cadres sont là, montent en expérience, en nombre de sélections. Ils seront a priori tous ces cadres-là encore bons pour l'Australie. Quel est le risque potentiel de travailler aussi loin de la Coupe du Monde? Tu vois un risque, toi, ou que du positif à se dire que cette équipe, elle va engranger de l'expérience ensemble? Non, je pense que cette équipe, elle continue d'apprendre. Elle a manqué de chance pour la Coupe du Monde 2023, même si on a minimisé le manque sur le collectif. Mais pour moi, il y a eu beaucoup de joueurs blessés aussi qui ont finalement entaché un petit peu la confiance collective du groupe, même si on a remplacé numériquement les joueurs à des postes stratégiques. Ça a été difficile. La blessure d'Antoine aussi, quart de finale, déjà vient compléter tout ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, elle est en train de passer un cap, c'est-à-dire qu'elle trouve vraiment des solutions dans le jeu, elle s'adapte, les joueurs ont pris en maturité, voilà la montée en puissance d'un garçon comme qu'on a évoqué plusieurs fois, hein, Louis Bielbarré, qui est exceptionnel, mais c'est pas le Louis Bielbarré d'il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est vraiment un garçon qui peut vraiment porter lui aussi le collectif. Comme d'autres. Donc on a des joueurs d'expérience et surtout qui sont en confiance dans ce qu'ils proposent. Ouais, effectivement, en confiance. Est-ce que tu trouves, Émile, on parlait de la patte toulousaine, dont tu es un des artisans et des ambassadeurs, mais est-ce que ce 15 de France-là, version 2025, qui est plus orienté vers la possession, est-ce qu'il s'est toulousaisé, je sais pas comment on pourrait dire, tu m'as compris, dans son jeu, en jouant davantage? Je pense qu'il a pris l'apport finalement et la confiance d'un collectif toulousain qui a régné depuis quelques saisons sur l'Europe, sur la France, et fort de cette confiance, ça a entraîné dans son sillage aussi la confiance des autres joueurs. On le voit, quand on a un banc pratiquement composé de tous les avants du Stade Toulousain, quand ça rentre, quand on sait que cette équipe-là est en train de rouler sur la plupart des équipes en Europe, ça montre que quand même le collectif général il est de très haut niveau. Donc bien sûr, puis je pense que des joueurs ont progressé aussi. On parle de Dia qui a été exceptionnel pendant ce tournoi, des révélations encore. On attend. On sait que Uni Antonio est pas tout jeune, mais qui continue à faire le boulot. Mais il va falloir aussi préparer la suite pour être fort et pour pas dépendre de qui que ce soit. Donc cette équipe, je pense qu'elle a gagné en maturité, elle a gagné en force de jeu, en sang-froid et en patience aussi. On le voit contre le match de l'Écosse, il n'est pas si évident que ça. Il démarre pas très bien et malgré tout, on sent pas de panique, on sent pas d'affolement et on sait être patient. On sait être patient pour pouvoir attendre l'occasion, pour pouvoir marquer et prendre les devants. Et c'est ce qu'ils ont fait, sans être les plus brillants, mais à la sortie, il y a 35 points contre l'Écosse sur un match qui les permet d'être champion du tournoi. Johan, est-ce que tu es toujours d'accord avec ton mentor, Émile? Ouais, faut pas le contredire. Faut dire oui, t'as raison, Emilou. C'est essentiel pour la suite des événements. Non, Emilou est assez ouvert et le dialogue est permanent, justement. C'est ce qui fait sa force et sa qualité. Mais pour revenir à ce que tu dis, Milou, l'expérience collective, bien sûr, ils l'ont maintenant depuis 2023. Après cette déception, on sent les joueurs vraiment tournés vers la prochaine Coupe du Monde, même si c'est loin et court et proche à la fois. Tu m'arrêtes si je me trompe, on a entendu dire les souhaits de Romain de partir en Nouvelle-Zélande. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Pas le papa de Romain, mais en tant qu'entraîneur, de voir tous ces matchs qu'ils ont, est-ce que tu penses que c'est bénéfique? Alors même si une tournée en Nouvelle-Zélande est extraordinaire.
Je pense qu'il faut tenir compte des envies aussi des joueurs. La Nouvelle-Zélande est une nation importante qui a fait rêver tous les enfants dans le monde, qui aiment le rugby. Bien sûr que les saisons sont longues, mais encore une fois, il faut le voir comme une source de progrès. Je dirais, jouer en Nouvelle-Zélande, c'est de l'expérience aussi. C'est à affronter ce qui se fait pratiquement de mieux au monde. Donc, il y a pas, je dirais, à s'affranchir en disant, voilà, non, ça suffira. Tout est bon à prendre. Donc, bien sûr, pas faire n'importe quoi, voir comment on peut les solliciter le moins possible. Mais par contre, si ça peut amener l'équipe de France à marquer encore un pas en avant et sur la progression et sur la route de la Coupe du Monde, je pense qu'il faut en tenir compte. Et justement, hier, Jean-Marc Lermet, le directeur des équipes de France, était notre invité. Il estimait qu'il fallait qu'il y ait un accord sur 4 parties. Donc, d'un côté, la Ligue nationale de rugby, de l'autre côté, la Fédération française de rugby, le club et le joueur. Donc, la porte, il l'a dit, n'est pas fermée, mais il faut que ces conditions et qu'un accord individuel au cas par cas soit trouvé avec chaque joueur. Est-ce que vous sentez un peu de confiance quand même, Émile, pour que Romain, mais aussi d'autres joueurs comme Grégory Aldrit qui a exprimé son souhait d'y aller, puissent y parvenir? Ben, bien sûr, à partir du moment où on ouvre une porte et on est d'accord pour au moins en discuter, s'asseoir et présenter les arguments des uns et des autres, c'est déjà bénéfique. Après, encore une fois, la raison, je veux dire, reviendra, je dirais, pour la décision finale, savoir est-ce qu'il y a trop de matchs, mais ce sera du cas par cas. On prend le cas de Romain qui a été absent des terrains depuis pratiquement 1 an et demi, qui enchaîne même une fin de saison, mais qui sera pas, je dirais, en surentraînement, en surmatch sur cette saison-là. Donc ça peut être un cas, je dirais, à voir. Encore une fois, à voir comment se termine la saison. Et c'est pareil pour d'autres joueurs, voir comment ils se sont reposés, comment ils ont récupéré, comment les clubs vont pouvoir les mettre aussi, moins les solliciter, peut-être en début de reprise, ils peuvent l'entendre. Cette expérience, faut pas croire, elle va être bénéfique pour l'équipe de France, elle sera aussi bénéfique pour les clubs. Et je pense que les clubs aujourd'hui ont joué le jeu, Toulouse les premiers, mais ils savent très bien que finalement ces joueurs, quand ils rentrent dans un tournoi gagné, dans la tête, ils vont être très 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 forts. Quentin, je crois que tu avais une solution, toi, au problème, là. Ouais, moi, je disais, on laisse le Castres Olympique aller en finale, comme ça, il n'y a pas de problème d'internationaux, tu vois. Voilà. Ça peut être une solution, effectivement, mais enfin, en tout cas, ça dépend pas que de nous. Voilà. Mais c'était un cas intéressant. Juste un petit mot, un dernier avant de te laisser, Émile, quand même. Ouais. Demain, Toulouse UBB, voilà, les Toulousains remaniés, sont-ils capables d'aller faire le coup à Chaban? Ils sont capables, en tout cas, ils vont y aller. Pour ça, hein, je pense que cette équipe, elle est forcément jeune. On a laissé beaucoup de cadres au repos, mais je pense que les jeunes ont montré pendant les doublons c'était plus que tout simplement des jeunes. Si on ne parle plus d'équipe bis, c'est l'équipe du Stade Toulousain qui se présente. Une version de l'équipe du Stade Toulousain, ça aurait pu être une autre. Et ces garçons-là sont ambitieux aussi. Donc, oui, les conditions ne peuvent pas être faciles parce qu'ils annoncent de la pluie. Forcément, à Chaban, devant l'opposition de l'UBB et forcément devant son public, ça ne sera pas une partie évidente, mais ils en ont vu d'autres. Et je pense que surtout ils y vont sans aucune pression. Je pense que la pression elle est plutôt sur Bordeaux qui a besoin forcément de points et de victoires sur son terrain. Mais nos jeunes, on leur fait confiance comme on l'a fait depuis le début et on compte sur eux. Ouais, le mot de la fin avec Philippe Spanghero. Ouais, alors c'est gentil, mais non, c'est vrai que ça va être un match intéressant à suivre parce que on connaît l'orgueil des Toulousains. C'est vrai que l'UBB était venu s'imposer à Toulouse avec une équipe un peu remaniée et Toulouse a réussi quand même, on l'a dit assez souvent la saison dernière, mais par sa profondeur d'effectifs justement à gérer cette fin de saison et à gérer le temps de jeu de ses joueurs cadres pour monter en puissance. Donc de toute façon, c'est important. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le Stade Toulousain, même remanié, ne galvaude aucun match et ils ont su faire des coups sur des terrains hostiles, donc ça va de toute façon être une belle opposition et en tous les cas j'attends de voir la réaction de Toulousaine parce que je doute pas que Hugo Mola rappellera aux joueurs le match aller parce que Toulouse est pas très habitué à perdre sur son terrain.
Oui, ça peut être une source effectivement et un levier, une source de motivation. Mais Philippe, tu voulais aussi rebondir sur la tournée en Nouvelle-Zélande, je pense, non? C'est ça, hein? Ouais, sur la tournée en Nouvelle-Zélande, parce qu'en fait, j'ai vu un peu sur les réseaux là ces derniers jours quand les joueurs ont émis le souhait certains joueurs ont émis le souhait d'y aller, qu'il y avait peut-être une forme de pression de la fédération néo-zélandaise qui voulait pas affronter une équipe bis, et donc c'était simplement pour dire que ça n'a rien à voir avec ça, que la fédération néo-zélandaise avait émis son souhait de voir une grande équipe de France il y a des mois, que la fédération française n'y avait pas répondu favorablement parce que ces accords entre Ligue et Fédé, ils sont figés et c'est ceux qui permettent d'avoir une relation saine entre la fédération et les clubs. Donc vraiment, cette réflexion-là, elle émerge de par la volonté des joueurs, ce qui est vraiment une très bonne nouvelle parce que à une époque, quand même, les joueurs cadres, même si c'était en Nouvelle-Zélande, traînaient un peu des pieds après les longues saisons pour ces tournées d'été. Donc ça montre encore cette volonté des joueurs d'accumuler de l'expérience collective avec l'équipe de France. Et donc tout ça, c'est des très bons signaux, mais ils sont complètement indépendants d'enjeux politiques avec la fédération néo-zélandaise. Oui, et moi j'ai... Philippe, pardon François, mais Philippe, il a pris ses fonctions à la fédération, non? Non, pas encore. Ah, pas encore. Non, mais d'accord. Juste Émile. C'est magnifique. Juste Émile, c'est aussi assez sain parce que il se murmurait aussi qu'Antoine Dupont aurait eu envie, s'il n'avait pas été blessé, d'aller au pays du rugby, parce que c'est ça finalement qui anime la déclaration de Romain Ntamak, c'est d'aller un peu là où le rugby est peut-être, on va dire, c'est le berceau du rugby quand même. Oui. Et c'est assez pur. Oui, et puis je pense qu'ils ont eu, Romain, il a eu la chance d'y aller en 2011, voilà, tout jeune pour voir la Coupe du Monde, et puis la Nouvelle-Zélande, voilà, c'est All Blacks, ce Haka, c'est ce pays fantastique de rugby. Je pense qu'ils ont envie de se frotter à ce qui leur semble, voilà, le berceau du rugby, avec des oppositions très fortes, des joueurs forcément emblématiques. Et puis simplement, on parlait tout à l'heure de messages à envoyer. Je pense qu'ils ont envie d'en découdre. Ils ont envie de se confronter aussi à ce qui se fait de mieux. Et puis pas cesser faire, montrer que l'équipe de France aujourd'hui, elle a passé un cap, certain. Et je pense qu'ils sont ambitieux. Ils sont ambitieux. Et c'est très bon signe encore une fois pour aller chercher peut-être une prochaine Coupe du Monde en Australie. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci Émile Ntamak d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Toujours un grand plaisir. On va se retrouver dans un instant pour aller faire un petit tour du côté de Toulon. Restez avec nous. Au cœur de la mêlée, les dernières minutes de notre émission du samedi. Après Émile Ntamak, après Xavier Sadorni, bien sûr, les invités. Et avant le Toulon-Perpignan, c'est 21h05 le coup d'envoi. On le vivra en direct en intégralité sur Sud Radio et on est ravis d'aller du côté de Mayol faire un petit clin d'œil à Mathias Merlot qui sera avec nous aux commentaires tout à l'heure. Salut Mathias, j'ai l'impression que ce Toulon-Perpignan peut décoiffer ce soir. Salut François, effectivement, condition dantesque, hein. Il a beaucoup plu sur la rade, énormément de vent, ça s'est un peu calmé là depuis une bonne demi-heure, le match va bien se jouer, mais oui, il y a eu de grosses bourrasques de vent, notamment des portiques de sécurité qui se sont effondrés là à l'entrée de Mayol. Heureusement personne n'était en dessous puisque l'affluence risque d'être très très basse pour cette rencontre entre Toulon et Perpignan. Oui, en raison des conditions donc. Ouais, elles sont terribles. Il pleut à peu près depuis 16h jusqu'à, il y a une bonne demi-heure. Et voilà, c'est des grosses bourrasques de vent suivies d'averses assez intenses. Pour l'instant, la pelouse de Mayol est plutôt bonne. Je dirais, on va voir comment elle va se dégrader au fil de la rencontre, alors que les entraîneurs sont en train de mettre en place les différents plots pour aller s'échauffer. Mais ce match va bien se tenir. Bon, ce match se tiendra bien sûr avec des Toulonnais qui sont 3e, on le rappelle, 57 points face à des Catalans avant-dernier, 30 points. Voilà, tiens, Johan et Philippe, vous le voyez comment, vous, ce match Toulon-Perpignan, au-delà des conditions atmosphériques? Parce que là, il y a pression sur Perpignan quand même avec la victoire aujourd'hui du Stade Français et celle du Racing à Clermont. Pression, oui et non, François, mais parce qu'ils jouent à l'extérieur, Toulon est en grande forme. Donc j'ai envie de te dire, ils vont sans pression et ces conditions les avantages, parce que Toulon développe un jeu très intéressant, et aujourd'hui le fait de ces conditions climatiques, ils ont un coup à jouer, il faut qu'ils restent collés au score et voilà, je pense qu'ils sont mis ça dans leur tête pour espérer ramener quelque chose au moins de Toulon. Ouais, Jean-Baptiste Gros, Mathias sera titulaire, hein.
Effectivement, titulaire, c'est lui qui a demandé à Pierre Mignoni de jouer directement ce week-end. Il se sent en forme, Jean-Baptiste Gros. Il faut dire qu'il a peu enchaîné. Il a même plus joué avec le 15 de France qu'avec Toulon depuis le début de la saison, notamment touché par les blessures et une suspension pour carton rouge. 8 matchs avec l'équipe de France, seulement 5 avec Toulon. Et donc, il avait envie de se rendre disponible pour son club. Ah ben voilà, c'est voilà, les joueurs qui ont envie de jouer, ça fait plaisir. On parlait de Romain Tamac qui avait envie d'aller en Nouvelle-Zélande. Voilà, lui, il avait envie de recevoir Perpignan, mais il va devoir en tout cas sortir l'imperméable ce soir comme tous les joueurs. Merci Mathias, à tout à l'heure en tout cas pour ce match. Tiens Philippe, tu le vois comment toi ce match plutôt à l'avantage des Toulonnais, même si les conditions s'annoncent peuvent niveler les niveaux? Comme Johan, c'est plutôt favorable à l'USAP qui va essayer de grappiller des points parce que la situation est complexe du côté de l'USAP. En plus, je crois que la semaine prochaine, ils se déplacent à Vannes. Donc, ils ont 2 déplacements, il me semble, et celui de la semaine prochaine va être aussi complexe dans la course au maintien. Donc, il faut prendre des points partout. Et Toulon, en face de ça, peut creuser l'écart, vraiment venir aller poser problème à Bordeaux pour ce top 2. Donc, la pression elle est plutôt sur les épaules toulonnaises et les conditions vont pas forcément les servir ce soir. Bon, on va suivre ça, Alexandre, tout au long de la soirée sur Sud Radio. Voilà, un dernier petit mot à ajouter peut-être, Alexandre ?